Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour Jean-Pascal. Piero San Giorgio, vous avez publié 4 livres qui se sont très bien vendus, hein. On a vu ensemble que vous aviez vendu à 300 000 exemplaires Survivre à l'effondrement économique. Vous avez publié également Rue Barbare, Survivre en ville, coécrit avec Val Ouest. Vous avez publié Femmes au bord de la crise, et ce sera peut-être un sujet intéressant à traiter. Et vous avez écrit NRBC, Survivre aux événements nucléaires, radiologiques, biologiques et chimiques, qui a été coécrit avec Chris Millennium. Ce qu'il faut voir, c'est que ce dernier NRBC a atteint un prix astronomique en occasion au début de la crise du coronavirus, et il est en cours de réédition comme vos autres livres. Pascal Borel, vous avez publié Cerveau et éthique, coécrit avec votre père médecin, Georges-Antoine Borel. Vous y traitiez la relation entre le jugement et l'empathie dans nos sociétés. Juste. Vous préparez un second livre dont vous pouvez peut-être nous rappeler le titre. Alors, ce sera vraisemblablement La trahison de l'Occident. Bon, on attend ça avec impatience. Vous vous êtes rendu célèbre par l'introduction de vos vidéos. Mon nom est Pascal Borel et je vous parle des montagnes suisses. Voilà. Ces vidéos vous ont valu les honneurs de LCI, de Libération, entre autres, qui sont étonnés qu'un non-spécialiste puisse s'exprimer sur des sujets de santé publique. Voilà. Vous avez tous les deux plusieurs points en commun. Vous avez travaillé à l'international. Vous êtes tous les deux de nationalité helvétique. Et enfin, vous avez été tous les deux censurés par Facebook. Absolument. Voilà. Mais pas qu'une fois. Donc, en ce qui me concerne, je m'appelle Jean-Pascal Schaeffer. Je vous parle de la ville de Marseille, qui est en France. Et on parle pas mal de cette ville en ce moment. Mes compétences sont dans le domaine de l'énergie et du numérique, et ce qui m'intéresse principalement, c'est d'aider nos auditeurs à se préparer aux conséquences de la crise du coronavirus. Donc, notre entretien va vous donner l'occasion de vous exprimer tous les deux sur la situation présente et sur celle qui va suivre qui va suivre le confinement, cette période un peu particulière que nous vivons. En particulier, donc, nous comptons sur vous pour que les citoyens francophones comprennent bien ce qui se joue et en quoi ils peuvent être les acteurs de la suite des événements. Est-ce que, d'après vous, avant l'arrivée du coronavirus, et je parle des semaines, des mois qui ont précédé, est-ce qu'il y a eu des signes annonciateurs de la pandémie que nous aurions pu détecter en tant que simples citoyens À votre convenance. Bon, ben écoutez, la première chose que je dirais, c'est que déjà dans les années 2006 puis 2013, des chercheurs en Chine travaillaient sur des coronavirus en cherchant, dans le cadre de développement de vaccins, à lier différents types de virus les uns avec les autres. Et Madame Shi Zhengli a produit et a publié un certain nombre de ces recherches et qui présentaient évidemment des aspects très intéressants, c'est sûr, mais aussi des aspects de risque qui étaient tout simplement monstrueux, à tel point que M. Simon Wayne Hobson nous dit dans un article paru dans Nature, qui est quand même une référence avec Science de ce qui se fait de mieux dans les publications scientifiques, que si, je le cite, le virus venait à s'échapper, personne ne pourrait en prévoir ni l'issue ni la trajectoire. Donc, je pense qu'il y avait tout lieu de comprendre, et en particulier en France, puisque c'est les Français qui ont contribué à la création et à la fabrication du laboratoire de niveau sécurité 4 de Wuhan, et dont les architectes, dans un premier temps, étaient français. Et puis, comme j'imagine que ça ne rapportait pas suffisamment ou que c'était un conflit d'intérêts par rapport à ce que cherchait à faire le Parti communiste chinois, ont transféré le mandat des architectes chinois. Et c'est eux qui ont terminé la construction du laboratoire en question. D'autre part, je rappelle que le laboratoire de Winnipeg au Canada de niveau 4, lui aussi, donc, qui fait des recherches dans le domaine viral et bactériologique, a évacué, à éliminer, à virer, si vous voulez, 2 ressortissants chinois qui ont travaillé avec eux vraisemblablement pendant plusieurs années, car ils ont été surpris à transmettre des informations sensibles, vraisemblablement à Wuhan, mais je ne peux pas le confirmer, on n'a pas ces informations. Et ils ont été expulsés manu militari du Canada dans le courant de l'été de l'année passée. J'ajouterai encore qu'il y a quelques semaines de cela, le directeur du laboratoire en question a été déclaré mort de pour raison inconnue, alors qu'il se rendait du centre de conférence où il venait de parler devant vraisemblablement des centaines de personnes et son hôtel. Donc, c'était à quelle époque?
Alors, c'était il y a environ, je dirais, 8 semaines. Donc, on va dire mois de février à peu près, quelque chose comme ça, mi-février. Je n'ai plus la date. Je peux vous la retrouver avec une assez grande facilité, mais je ne l'ai pas sous les yeux en ce moment. Ok. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est que tout ça sont quand même des faisceaux d'éléments, non pas de preuves, mais de coïncidences. Et c'est vrai que moi, à 55 ans, bientôt 56, j'ai du mal à croire que les coïncidences se juxtaposent les unes aux autres de cette façon. Donc, quand on voit la façon dont les Chinois, évidemment, étaient encore à l'âge de la Renaissance, pour nous, comparaison, il y a pas moins de 60 ans, on ne peut pas s'empêcher de penser que quand on passe de la Renaissance à l'époque moderne, si vous regardez Wuhan aujourd'hui, c'est beaucoup plus moderne que New York. Ils ont de plus grands centres commerciaux, ils ont des buildings partout, ils ont plus d'hôpitaux, ils ont des routes incroyables, etc. Eh bien, la culture qui devrait y être associée en termes des mesures de sécurité n'a pas forcément suivi. Et que je ne pense pas que nos amis chinois aient véritablement cherché à développer des pathologies à but militaire, quoique, c'est une question qu'on peut se poser. Mais vraisemblablement, c'était plus pour sortir le bon papier dans le prochain numéro de Science, Nature ou Scientific American, et qu'ils se sont amusés avec des virus pour, par exemple, essayer de trouver des vaccins contre le VIH. Et un des récepteurs d'aujourd'hui, le CD147, dont j'ai parlé dans ma première vidéo censurée, est bien à l'ordre du jour, puisqu'on s'aperçoit qu'il est très actif dans le fait de pouvoir accrocher le virus à d'autres types de cellules que celles qui ne possèdent que les récepteurs ACE2. Donc oui, il y avait une myriade de façons de pouvoir anticiper la chose. Des éléments. Alors, je vais maintenant interroger Pierrot. Alors, Pierrot, je sais que dans Rue Barbare, vous aviez évoqué de façon très pertinente le fait qu'un certain nombre d'États, à l'époque, en tout cas, s'étaient préparés, et vous faisiez notamment allusion dans Rue Barbare au site risque.gouv.fr, qui est un site fort intéressant et fort bien fait, comme vous l'aviez souligné. J'étais allé voir il y a encore quelques jours, et le site avait mentionné parmi les risques majeurs qui pouvaient arriver en France, il avait signalé la pandémie grippale. Il y avait même un plan magnifique qui était assorti à cette pandémie grippale. Le seul petit détail, c'est que toutes les données de ce plan, remarquable au demeurant, hein, plutôt bien fait, assorti d'un grand nombre de fiches, c'est que ces fiches étaient inactives. Donc, on peut peut-être, pour compléter ce que disait Pascal sur le plan chinois, le risque pandémique était identifié. Enfin, en tout cas, vous-même, vous aviez aussi quelques pistes, et votre livre NRBC évoquait le risque. Tout à fait. Alors, je tiens tout d'abord à dire, je ne suis pas virologue, je ne suis pas médecin, mais comme beaucoup de gens, j'aime me cultiver, j'aime l'histoire, et j'ai des amis médecins qui m'expliquent là où j'ai des carences. Et notamment, c'est vrai que mon dernier livre, c'est NRBC. le titre en anglais, c'est inversé. Mais NRBC, je l'ai coécrit avec le responsable de la cellule justement des risques nucléaires, radiologiques, biologiques et chimiques du GIGN, donc de ce groupe antiterroriste de la gendarmerie nationale en France, qui lui est un docteur en chimie, et qui comprend et qui a beaucoup travaillé sur ces problématiques. Donc c'est juste pour donner... donc je parle sous son contrôle et le contrôle des virologues et des médecins. Alors tout d'abord, il faudrait dire que les maladies, mais surtout les épidémies, qu'elles soient de type bactérien, de type toxine ou virus, eh bien, elles sont avec nous depuis que la civilisation existe. C'est-à-dire que depuis qu'on a mis des humains en grande quantité dans des endroits relativement petits, serrés, denses, eh bien, les maladies trouvent des opportunités, se déplacent, se propagent. Le but de la vie n'est pas de tuer forcément son hôte. Le but d'un virus ou d'une bactérie n'est pas de tuer son hôte, mais c'est d'y vivre, de se reproduire et de se propager avec plus ou moins de mutations dont on parle beaucoup ces temps. Et c'est vrai que l'être humain étant inventif, étant malicieux souvent, il va utiliser ces maladies qu'il peut-être ne comprend pas, mais qu'il va sans doute comprendre les effets et les utiliser de manière offensive à travers l'histoire. On a vu que pendant longtemps, des armées avaient envoyé des cadavres putrescents ou avec de la peste pour empoisonner les puits ou dans des villes assiégées, etc. Donc c'est vraiment avec nous depuis très très longtemps.
Ce qui explique souvent la peur que l'on a de manière viscérale de ces épidémies, parce que contrairement à un ennemi humain, on ne les voit pas. On ne voit pas les radiations, on ne voit pas les virus, on ne voit pas ces bactéries. Et pendant très longtemps, jusqu'à Pasteur, jusqu'à la fin du 19e siècle, c'était inconnu. On ne comprenait pas pourquoi. Alors on avait toutes sortes de théories. C'était Dieu pour certains, c'était la malaria, le mauvais air, c'était les miasmes. Et chaque fois que des grandes pandémies, d'ailleurs, on en parlera sûrement après, ont déferlé sur le monde, souvent venant de Chine, eh bien, pour des raisons qu'on pourra expliquer qui sont évidentes, c'est la densité, la présence d'animaux, etc. Je ne dis pas que c'est le cas aujourd'hui, mais pendant longtemps ça a été ça. Eh bien, ces épidémies à travers le monde ont causé des changements culturels très profonds. La peste noire de 1347 à 49, qui a tué entre 30 et 40% de la population européenne, a profondément changé le rapport de l'Européen avec Dieu et a amené probablement la Renaissance et donc la domination de l'Europe sur le monde entier. Avant ça, on a la peste d'Athènes qui a détruit la croyance du monde hellénique dans ses propres dieux à elle. Aujourd'hui, nous verrons quels seront les changements culturels. C'est un peu tôt pour le dire, mais nous le verrons. Alors, quand on parle effectivement d'utilisation offensive des virus, alors aujourd'hui, je pense que Pascal a raison, aujourd'hui, il faut aller chercher les causes. Mon domaine, c'est plutôt les conséquences, mais c'est vrai que nous devons regarder les causes pour comprendre les conséquences et pour comprendre comment on y réagit. Mais je dois dire que ce qui est intéressant, c'est que depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale surtout, un petit peu avant et pendant aussi, beaucoup de nations ont développé des capacités à tripatouiller ou rendre plus agressifs certaines maladies. Alors, on a essayé avec les bactéries, on a essayé avec les toxines, on a essayé avec évidemment les virus. Et en tout cas, jusque dans les années 70, d'ailleurs, la première puissance mondiale, les États-Unis, les ont utilisés. Il y a eu l'anthrax, quand même. Oui. Pardon ? Il y a eu l'anthrax, qui est un cas bien connu. L'anthrax, il y a eu ensuite, quand on parle de biologique, si on veut aller très vaste, il y a eu tout ce qui est désherbant, l'agent orange au Vietnam, etc. Et en fait, officiellement, c'est sous Nixon que les États-Unis ont annoncé d'arrêter leur recherche et l'utilisation de ces armes. Et beaucoup de pays qui étaient dans ce genre de développement, certains ont signé un protocole international pour arrêter la recherche. Ensuite, est-ce qu'ils l'arrêtent vraiment ? On a vu que l'Union soviétique, avec l'Institut Vector, allez regarder soit dans mon livre, soit sur Internet, c'est fascinant, les recherches et les accidents qu'ils ont eus. On pourra parler aussi du mélange étonnant entre la recherche scientifique et le communisme et le genre de désastre que ça fait. Mais enfin, et pas que dans la recherche, mais enfin bon, ça c'est un autre sujet. Mais on a évidemment la Chine, on a eu Israël, on a eu l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud, c'est un cas très intéressant où ils ont volontairement cessé les recherches. Je crois que la Libye aussi est un cas d'école. Mais, et ensuite, découlent des puissances non étatiques. On a évidemment la problématique du bioterrorisme, etc. Et effectivement, dans mon deuxième livre, nous parlions de l'opération Dark Winter, qui était un exercice de l'armée américaine et des gouvernements civils qui, ensemble, faisaient des simulations, et ce ne sont pas les seuls, et beaucoup de pays en font, pour simuler l'impact, en l'occurrence, c'était de la variole, donc c'est une bactérie, et virus de la variole, de dissémination du virus de la variole dans le cadre moderne, et c'est là où je voulais en venir, c'est que dans un monde de 8 milliards d'habitants, hyper connectés par des transports rapides, internationaux et immédiats quasiment, les États-Unis avaient déjà déclaré à cette époque, je crois que c'était une opération de 2002, sauf erreur, ou 2003, on corrigerait, cette opération montrait que c'était impossible d'arrêter une épidémie de type virus dans le monde moderne. C'est clair. Voilà. Il y a le SRAS quand même qui s'est arrêté en 2003. Il s'est arrêté par lui-même, sauf erreur. Oui, tout à fait. Ouais. Voilà. Il était aussi beaucoup moins contagieux. Il faut comprendre qu'il avait un R0 qui ne se compare pas du tout donc, au R0 qui est l'indice de contagion, de contagiosité, si je peux me permettre ce non
voilà, quelque chose de peu français, qui, dans le cadre du coronavirus du SARS-CoV-2 d'aujourd'hui, est deux fois et demi supérieur. On est à combien? On est à 3 avec le SARS-CoV-2? Alors, les premiers rapports de Chine qui nous venaient de Wuhan avant que la censure totale du Parti communiste chinois soit effective parlaient de 4,7, entre 4,7 et 6,6 dans une population qui ne se protège pas. Et dès que vous appliquez des mesures de distanciation sociale, on arrive à la ramener entre 2 et 3, ce qui est quand même largement supérieur à la grippe saisonnière, à savoir le double, qui est à 1,28, je le rappelle, et la grippe pandémique de 1918-1919 qui a été estimée entre 1,7 et 2,2. D'accord. Très très bien. Alors écoutez, qu'est-ce qu'on pourrait aussi… Alors on a parlé de l'aspect pandémique. Au-delà de l'aspect pandémique, est-ce qu'il y avait… qu'est-ce que vous auriez envie de dire l'un et l'autre, hein, donc Pascal, vous d'abord si vous souhaitez, sur la situation économique avant le coronavirus, qu'est-ce que vous pourriez en dire? Alors, c'est ce que j'essayais de décrire dans un de mes derniers webcasts, c'est un peu le perfect storm qui nous arrive dessus, si j'ose dire. Parce que la situation économique aujourd'hui, elle est, sans être catastrophique dans ce qu'on en perçoit au jour le jour, elle est gravissime, dans le sens que les marchés sont maintenus sous perfusion artificiellement depuis, on va dire, au minimum, on va dire 12 ans, mais probablement un petit peu plus. J'en veux pour preuve les taux d'intérêt qui sont au plancher maintenant depuis bien des années, pour ne pas dire en termes réels négatifs. Et voilà. Donc, je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais je pense que la tempête qui nous arrive aujourd'hui, la crise sanitaire qui nous arrive dessus aujourd'hui, fait vaciller encore plus la fragilité de nos structures, non seulement financières, mais politiques, par le manque total de résilience qu'elles ont du fait que tous nos braves étudiants apprennent exactement la même chose dans toutes les universités qui sont totalement standardisées, à savoir qu'on travaille en flux tendu, la chaîne d'approvisionnement ne doit faire aucun stock, le stock c'est du capital immobilisé, donc ça veut dire que ça met instantanément à mal l'ensemble de l'économie dès qu'un obstacle se présente. Maintenant, l'autre chose, c'est bien évidemment que quand vous avez un patient qui est sous perfusion depuis longtemps, la valeur de la monnaie peut se discuter. Je rappelle que les piliers de la valeur de la monnaie, c'est le travail des citoyens, c'est des infrastructures et c'est des sous-jacents en actifs tangibles du type or ou argent. Quand les gens ne travaillent plus, eh bien, un des piliers de cette valorisation diminue. Quand les infrastructures ne sont pas utilisées, c'est du capital immobilisé qui ne rapporte rien mais qu'il faut entretenir. Et quand on sait que la parité or ou quelques parités sur des actifs tangibles a disparu depuis les années Nixon, donc il y a très longtemps, on s'imagine bien que au moment où on va faire gonfler la masse monétaire, ça va tenir pendant quelques temps, bien entendu, à l'image de ce qu'on voit et des effets de yo-yo sur les marchés boursiers, je parle de New York en particulier. Mais quand on voit les mesures qui sont prises aujourd'hui, qui sont totalement anticonstitutionnelles par le gouvernement américain, qui s'est donné la capacité à travers le Trésor américain de racheter tout le marché sans discrimination, en rachetant les actifs pourris, des hedge funds, les junk bonds et tout ce que vous voulez, en faisant venir le cash directement de la Fed et en utilisant BlackRock, le plus gros intervenant du marché aujourd'hui, qui tient tous les ETF, etc., pour le trading. Quand vous organisez quelque chose comme ça, vous allez gonfler la masse monétaire. Et l'hyperinflation ou les dévaluations qui vont s'en suivre ne tiennent pas tant au volume de cash injecté, mais à la psychologie des acteurs. Parce que vous pouvez continuer à injecter du cash peut-être pendant 6 mois, 1 année, 2 ans, 5 ans, 10 ans, pourquoi pas, sans que l'aspect de perte de confiance ne vienne percuter la machine. Mais au moment où la perte de confiance sera là, à travers un exemple tout simple, je faisais l'autre jour une étude sur la capacité pour les gens les plus prudents qui ont acheté de l'or physique d'extraire cet or physique et de le mettre dans un coffre chez eux ou dans un coffre à la banque. Et il s'avère en ce moment que si vous essayez de racheter l'or physique que vous avez en compte, eh bien, il n'est pas livrable.
Résultat des courses, même l'or physique est vraisemblablement de l'or scriptural, donc de la pure spéculation. Et Pascal, je c'est pense pour... que ça va donner envie à Pierrot de réagir là-dessus, hein. Donc, j'ai bien noté effectivement vos observations. C'est le fait qu'il y Oui, avait la politique juste à temps, qui est une politique maintenant ancienne, hein, qui remonte aux années 50 avec Deming, oui, etc., a débouché sur une situation où finalement on a mis en application cette méthode qui fait oui. qu'aujourd'hui on n'a plus de marge de sécurité. Donc Pierrot, parlez-nous un petit peu justement de cette philosophie sur de cette question de la situation économique. À l'instant, Pascal vient de parler de la question de l'or. J'imagine que c'est un sujet sur lequel vous êtes assez à l'aise. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire? Mais vous savez, l'économie, je crois qu'en grec, l'étymologie, c'était de s'occuper de la maison. Donc, la maison collective, la cité, la nation. Et l'économie, c'est ce qui nous fait vivre. On ne doit pas l'oublier. Ce n'est pas juste une vue de l'esprit. Souvent, on l'oublie. Ce n'est pas que des transactions boursières abstraites entre ordinateurs. C'est quand même ce qui nous nourrit, ce qui nous fait vivre. C'est ça la réalité de l'économie. Et enfin, mon premier livre, il s'appelle Survivre à l'effondrement économique. Pas par hasard, c'est parce que il me semble avoir compris que nous sommes effectivement, depuis en tout cas une dizaine d'années, une douzaine d'années, certains, les plus taquins, diraient en fait depuis le premier choc pétrolier dans les années 70, 70, que nous sommes dans un problème structurel économique où nous essayons de créer de l'activité économique, du PIB, par toutes sortes de gesticulations et de pédales dans la semoule ou dans la petite roue comme fait le hamster, alors qu'en réalité, cette activité économique, elle est créée par des énergies bon marché disponibles pour l'instant, des ressources encore disponibles, et surtout par une injection de capitaux absolument incommensurable et par rapport à la création de richesses réelles et par rapport, effectivement, comme Pascal l'a dit, des actifs tangibles qui compensent normalement la masse monétaire qui est créée. Lorsque vous créez des réseaux autoroutiers comme dans les années 30 aux États-Unis ou en Europe, vous pouvez ensuite admettre que votre valeur est plus grande et donc vous pouvez avoir plus de masse monétaire. Mais depuis les années 70 et depuis les années 2000, c'est parti en hockey stick, en absolu, Ouais, un exponentiel. en exponentiel absolu, nous avons, et là en un mois, nous venons d'ajouter, je crois, 7000 milliards de dollars dans la balance, rien que de la Fed, c'est sans compter, sur le bilan de la Fed, sans compter la BNS, sans compter la Banque du Japon, sans compter la Banque européenne. Et donc nous sommes en train de créer la bulle de toutes les bulles, Oui, quelque chose d'absolument faramineux. immense, Oui, c'est ça. C'est infini. ça. Alors, ouais, Oh, Pascal, si vous voulez compléter peut-être cette observation de Pierrot. Ah non, mais c'est une monstruosité, une absolue monstruosité, et qui va déboucher sur une chose qui est très simple, c'est que l'hyperinflation, vous savez, c'est relativement tranquille, parce que ça se passe sur quelques semaines, quelques mois. Vous allez y perdre des billes, oui, il n'y a pas de problème, mais ce n'est pas ce à quoi on va assister, parce qu'à un moment donné, la perte de confiance va être telle qu'on va assister à des dévaluations. Et les dévaluations, on parle aujourd'hui de réduire la masse monétaire d'environ 50% à une échelle globale. Le dollar en tête, bien entendu. Donc, ça veut dire qu'ils vont essayer de dévaluer entre 18 et 23%. Ça ne satisfera pas les professionnels du marché. Ils feront une deuxième dévaluation dans les jours qui suivent et pour un autre 15 ou 20 environ. Et ça ne satisfera toujours pas les professionnels. Et il faudra aller, et je dis dans le meilleur des cas, à excusez-moi. On devrait aller dans le meilleur des cas, je pense, à 50 ou 60%, mais il est tout à fait possible qu'on se retrouve devant une situation style 1928-1929 où la perte de confiance soit totale et où on doit remplacer les monnaies qui sont aujourd'hui le produit des manipulations des politiques et des banques nationales par des monnaies privées dont le support sera tangible et qui sera essentiellement, vraisemblablement, l'utilisation qu'en font les utilisateurs. Bien sûr, le sous-jacent sera toujours, comme je l'ai dit, les actifs tangibles, les infrastructures et le travail des gens qui l'utilisent, mais vraisemblablement, ce seront des monnaies qui auront comme support la façon dont elles sont utilisées pour les échanges, par exemple, énergétiques.
ou ce genre de choses. Et on se dirige vers des monnaies qui seront étanches aux manipulations politiques et financières d'un tout petit nombre. Donc, ça échappera à la centralisation de cette valeur. Et l'idée, c'est de décentraliser, de répartir la valeur de la monnaie dans les mains des gens qui l'utilisent. Et on arrivera vraisemblablement à quelque chose comme ça. Alors, C'est optimiste. Oui, c'est effectivement le scénario optimiste. Bien sûr. Parce que le scénario pessimiste, c'est que d'un problème structurel fondamental qui est basé sur, en plus, avec la seule et unique réponse à tous les problèmes d'ailleurs qui existent, c'est de dire on va faire plus de croissance, alors que de fait, nous sommes obligés d'injecter de plus en plus d'argent liquide créé par la création monétaire structurelle dans une économie de plus en plus exsangue, de plus en plus incapable de croître, alors qu'il y a de plus en plus d'individus dans le monde. Cette solution de plus de croissance à tous les problèmes, elle a non seulement un problème logique dans un monde qui par définition est fini, c'est une planète, nous sommes une planète finie, avec des limites, et ce problème fondamentalement structurel qui croît, eh bien, s'entrechoque de temps en temps avec des crises conjoncturelles. Alors parfois, ce sont des chocs pétroliers, parfois c'est des absurdités économiques comme les subprimes il y a maintenant une douzaine d'années. Et aujourd'hui, nous avons effectivement une crise dont on pourrait discuter longtemps sur le pourquoi, le comment, la bonne gestion, etc. Peut-être ce sera un autre moment dans l'émission. Mais cette crise, elle a en fait, c'est un peu l'aiguille qui perce la bulle. Alors, est-ce que la bulle se dégonfle? Probablement non aujourd'hui, mais moi, ce que je vois venir, effectivement, et c'est pour ça que je disais, Pascal, vous avez décrit l'option optimiste. Il y a une possibilité que j'estime, alors c'est purement mon instinct, que j'estime à 10%, donc il faut bien dire 90%, ce ne sera pas le cas. Et les enfants, on ferme la porte. Sinon, on n'y arrivera jamais. Voilà. Donc, l'impact économique de ce confinement est finalement d'abord l'usine du monde qui s'arrête, puis les consommateurs du monde qui s'arrêtent, et puis le reste du monde qui produit des matières premières, des matières agricoles, qui ne peut plus les produire, qui ne peut plus les vendre, nous amène quand même à une situation où, si c'est que pendant quelques semaines, peut-être un mois ou deux, sans doute on va pouvoir redémarrer, et encore, sans l'industrie du tourisme, avec une industrie du transport extrêmement réduite, avec des faillites par millions dans les pays qui sont capables d'aider leurs industries, mais alors des faillites absolument inarrêtables dans les pays qui n'ont pas les moyens d'arrêter, d'aider par une forme de manne, de filet social qui s'étend de plus en plus. Et puis, on se retrouve avec en plus le marché boursier qui est tiré vers le haut par injection. Et on va se retrouver de fait dans un système où l'État, les banques, avant l'État, les banques centrales, vont être propriétaires de tout. Nous venons donc de parler de ce qui s'est passé avant finalement le coronavirus et de la situation qui nous a amené à aujourd'hui. Nous sommes, pour un certain nombre d'entre nous, en confinement, en tout cas dans pas mal de pays développés. D'après vous, quel est le risque réel du Covid-19 et quel est votre avis sur les politiques de confinement? Alors j'ai commencé comme toutes les semaines, je regarde un petit peu quelles sont les épidémies dans le monde sur le site du WHO, de l'OMS. Et en début janvier, j'ai commencé à voir cette petite alerte qui commençait à me trotter dans la tête par rapport à ce qui se passait en Chine. Et la première vidéo que j'ai faite avec un peu d'infos était le 24 janvier, en disant à ceux qui veulent bien m'écouter, puisque les journalistes ne parlent jamais de moi ou alors en de termes mauvais ou inventés, je dis, voilà, ne paniquons pas, nous ne pouvons pas savoir si ce qui nous vient de Chine est vrai, est-ce que c'est de l'intox, est-ce que c'est en dessous de la réalité, au-dessus de la réalité. Mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que comme vous le savez, comme je l'explique dans mes livres, on peut commencer à se préparer. Peut-être que si ça devait venir jusqu'à chez nous, ce serait bien d'avoir un petit peu de stock, un petit peu de réserve, un petit peu de... oui, effectivement, des masques, des gants. Mais normalement, on en a. Enfin, normalement, un citoyen organisé, un citoyen prévoyant, il a une petite boîte de 50 masques ou de 10 masques, quelques gants. Enfin, il a un matériel à la maison
médicale, dans sa trousse médicale, il doit y avoir 1 ou 2 masques, des gants en nitrile, etc. Bref. Et au fur et à mesure, c'est surtout quand l'Italie a été touchée, à ce moment-là, je me suis déjà confiné, en fait, surtout ma famille, j'ai confiné ma famille bien avant que ça commence, parce qu'il faut se rappeler, en février, nous ne savions pas encore, et d'ailleurs nous ne savons pas encore vraiment ce qu'est ce virus et ce qu'il fait vraiment. Ce qu'on pouvait déjà savoir à l'époque, c'était que probablement, il était, oui, extrêmement contagieux, mais fort heureusement, pas très virulent, et surtout, et ça c'est ce qui m'intéresse avec 4 enfants, évidemment, on avait à peu près la certitude qu'il ne touchait pas les enfants. Aujourd'hui, c'est à peu près confirmé. Donc, dans cette phase de préparation, alors c'était intéressant, quand j'ai vu les gens aller chercher des papiers toilettes, moi je suis allé choper des stocks d'oranges et de citron. Parce que là, ça fait maintenant presque 2 mois que j'ai mon jus d'orange frais pressé tous les jours. C'est bientôt plus la saison, donc je vais finir ces stocks et puis c'est fini, on va passer à autre chose. Mais, et d'ailleurs, une des premières choses que j'ai dites à ceux qui veulent bien m'écouter, c'est de dire, les amis, commencez à travailler dès maintenant votre système immunitaire, parce que ça, de toute façon, ça fait partie de votre capital à vous. Donc, peut-être faites un jeûne. Moi, j'ai fait un jeûne de 5-6 jours. Je crois que Pascal est aussi un adepte de cette pratique qui est excellente pour redémarrer le corps. Nourrissez-vous. Je les ai mis en contact avec une nutritionniste. Tout ça, vous trouvez sur ma chaîne YouTube, avec une nutritionniste qui est particulièrement expérimentée dans des gens qui ont des problèmes de borréliose, de problèmes immunitaires. Donc, comment booster, comment améliorer notre système immunitaire naturel par l'alimentation, par le mode de vie, etc. Ça, pour moi, c'est des évidences. Hein. Bien que je suis peut-être moi-même pas parfait dans ce domaine, mais je veux dire, on craque parfois pour. Mais c'est quelque chose qui me semble naturel, et pourtant, nous le savons, nous sommes dans un monde où tout cet aspect santé et préparation à aider notre corps à faire face aux pathogènes est très lacunaire. Et ensuite, bien sûr, ce sont évidemment effectivement ce confinement. Alors, ce qui est intéressant, c'est que lorsque j'écrivais CNRBC, nous avons interviewé un grand nombre de spécialistes dont les interviews sont dans le livre, et notamment les responsables des maladies tropicales des HUG, donc l'hôpital cantonal de Genève, qui nous disaient le confinement ne sert à rien dans ce genre de pandémie, parce que soit nous sommes capables de choper les gens, d'attraper les gens au moment où ils sont contagieux et de les grouper et de faire en fait une sorte de quarantaine, bien qu'on n'utilise plus ce mot, mais de les garder en observation. C'est ce qui avait été fait pour Ebola. C'est-à-dire fermer des zones entières, limiter les transports aériens. Ça avait été juste hein, pour Ebola. D'ailleurs, il faut dire, les ministères de la Santé africains ont été beaucoup plus performants et plus orthodoxes, si on veut, dans leur méthodologie que les Occidentaux. Ça, c'est un signe des temps qui changent. Nous en parlerons aussi avec la Chine probablement tout à l'heure. Mais enfin, lorsqu'on a des autorités internationales comme l'OMS qui nous disent non, mais on n'est pas sûr que ce vaccin se transmet d'un être humain à humain, alors que c'est évident. Lorsqu'on nous dit non, mais il n'y a pas besoin, oui, c'est risqué, mais il n'y a pas besoin d'arrêter les transports aériens. Je veux dire, pour moi, elles ont perdu toute crédibilité, et je sais que, je tiens à dire, autant au niveau du terrain, il y a des docteurs et des chercheurs extraordinaires et qui font sans doute leur travail très très bien. Au niveau intermédiaire et supérieur, je ne veux pas lancer des débats et faire de la polémique pour rien, mais je pense qu'il n'y a plus de crédibilité lorsque l'on comprend comment ils fonctionnent au niveau du lobbying qui est fait sur eux, et je dirais même sur une certaine forme de corruption. Mais enfin, ce n'est pas mon domaine. En revanche, et j'en termine, le confinement, à partir du moment où il est décrété, et je crois qu'on l'a fait trop tard, il a une certaine logique. Et cette logique, je dois dire, il faut jouer le jeu. Il faut jouer le jeu un certain temps pour effectivement, tout d'abord, aider le système hospitalier à ne pas avoir ce pic, ce fameux pic qu'ils ont tous subi, y compris en Suisse. En France, vous en sortez tout juste. Aux États-Unis, ils sont en plein dedans. Et ce pic, c'est évidemment la fatigue, la surmortalité par le manque de soins, par le manque peut-être des gens
qui pouvaient être soignés, qui ne le peuvent plus parce que tout le monde arrive en même temps. Et puis, il y a aussi, en tout cas en mars, c'était évident, en début mars, c'était évident, il y a aussi la problématique de gens qui ont d'autres problèmes, qui arrivent aux urgences et qui ne peuvent pas être soignés et qui ont ensuite des séquelles durables ou qui peuvent décéder à cause du manque de soins. Alors, évidemment, nous avons passé ce pic dans la plupart des pays, fort heureusement, et aujourd'hui, on se rend compte que cette maladie n'est pas aussi grave qu'on pouvait l'imaginer, mais par mesure de précaution, c'était probablement bien de faire ce confinement. On aurait peut-être dû le faire 1 ou 2 semaines avant. Quand on dit, je ne parlerai que pour la Suisse, pour mon pays, pour pas tirer sur l'ambulance des autres, mais lorsque l'on dit en début mars, probablement nous allons devoir empêcher toute réunion de plus de 1000 personnes, mais ils s'imaginent quoi? Ils s'imaginent que les réunions de 500 personnes, elles ne sont pas contagieuses. Il fallait arrêter très vite et commencer au plus tôt pour limiter les dégâts. Enfin, c'est déjà pas mal qu'on ait joué le jeu et que je trouve la population assez responsable dans l'ensemble. Pascal, votre point de vue donc sur cette fameuse, le risque du Covid-19 et votre avis sur les politiques de confinement, vous l'avez exposé dans vos vidéos, mais en quelques mots. Oui, en quelques autres. Bon, écoutez, pour moi, c'était un peu plus facile parce que j'étais en Asie entre le 15 et le 31 janvier. Donc, ça veut dire que je dormais dans des hôtels où j'avais des cohortes de touristes chinois qui, voilà. Donc, j'ai été exposé à ça immédiatement. Et je dirais que c'est difficile. Quand j'ai vu la Russie qui, au 30 janvier, a fermé ses portes et toutes ses relations, qu'elles soient aériennes ou autres, avec son premier partenaire commercial, je me suis bien dit qu'il ne le faisait pas pour la beauté du geste, comme on dit. On ne ferme pas la porte à son premier partenaire commercial sans une raison valable. Et vous n'allez pas me faire croire que les Occidentaux, nous-mêmes, n'avions pas le même type d'information. Quand on voit Angela Merkel qui se fait taper son téléphone ou microter son téléphone, je ne sais pas comment on dit ça en français, mettre son téléphone sur écoute, pardon, par les agences de renseignement américaines, je me dis bien qu'ils avaient absolument toutes les informations qui leur étaient utiles. De plus, dans toute cette période, jusqu'à peu près la mi-février, ou même un peu plus tard, je dirais le 20-25 février, on avait tous les citoyens journalistes de Chine qui arrivaient encore à nous faire parvenir des images. Donc, ça veut dire que pour toutes les personnes qui étaient à l'affût de l'information, vous aviez tous les jours les flux d'images. Dès le début mars, on avait les premiers rapports sur les cas de réinfection. Je vois encore mes copains de Harvard qui me font un rapport qui était intitulé, pour rigoler, Houston, we have a problem, et qui m'envoie un rapport sur les récepteurs secondaires qu'utilise le SARS-CoV-2 pour s'attacher non pas uniquement au premier récepteur ACE2, mais aux autres, me disant qu'ils ne savaient pas encore comment est-ce que ça allait réagir, mais que vraisemblablement ça allait être très difficile à contrer. Je dirais enfin qu'on n'a pas de vaccin pour le rhume, on n'a pas de réel vaccin pour la grippe. Le SARS-CoV-2, c'est un rhume très méchant, mais en termes de sa structure, c'est un rhume. Il a 30 000 ponts azotés dans sa structure d'ARN plutôt que 8 000 pour le rhume, mais structurellement parlant, c'est la même famille de virus. Or, vous imaginez bien que si les firmes pharmaceutiques avaient pu trouver un vaccin pour le rhume, elles se seraient fait des milliards, pas des centaines de millions, des dizaines, voire des centaines de milliards. Or, elles n'y ont jamais réussi. Et aujourd'hui, il n'existe pas de vaccin pour le rhume. Le rhume. Donc, dire qu'on n'aura pas de vaccin, non, je ne vais pas dire ça, parce qu'il y a des nouvelles thérapies qui sont fondées justement sur l'utilisation de l'ARN en direct pour faire des vaccins. Mais on voit aujourd'hui, et c'est ça qui me désole par rapport au danger, c'est que nos spécialistes sont en retard sur la lecture de leurs publications. Tout simplement parce que ça vient de Corée du Sud, qu'on ne considère pas comme une médecine peut-être aussi efficace que la médecine occidentale, alors que c'est strictement le contraire, puisqu'ils ont intégré la totalité de la médecine occidentale, mais qu'ils y ont en complément l'approche asiatique. Donc, ils ont les deux approches en même temps. Ils sont fabuleusement performants. Et nos spécialistes sont en retard sur la lecture des rapports qui nous viennent de Chine, qui sont maintenant même publiés, par exemple, dans le South China Morning Post, qui, pas plus tard que la semaine passée,
nous expliquait que 30% des gens qui ont été infectés n'ont pas les anticorps du style 8 semaines après avoir terminé tous les symptômes. Donc, c'est un peu comme le rhume vous avez une immunité passagère, oui, mais l'année prochaine, vous le rattrapez. Et l'année d'après, vous le rattrapez de nouveau. Avec la grippe Donc, aussi. la grippe, c'est la même chose, mais la grippe, c'est des mutations plus spécifiques. Là, pour le rhume aussi, bien entendu. Mais bref, on a toutes ces publications. On sait que l'immunité est vraisemblablement de courte durée. On sait aussi que les cas de réinfection, on a 2 rapports qui nous arrivent de la semaine passée, début de semaine passée, fin de semaine passée, qui dans un premier rapport fait état de 51 cas de réinfection. Puis ensuite, un deuxième rapport qui vient ajouter 106 cas de réinfection. Et encore une fois, on ne demande pas à nos scientifiques de réinventer la poudre, mais au moins de se tenir informés et de lire les publications pour pouvoir anticiper. Je rajouterai une dernière chose, c'est qu'on avait toutes ces informations. Moi, je les avais à titre personnel. À un moment donné, je suis devenu fou, c'est pour ça que j'ai fait ces premières vidéos. Je passais ma vie au téléphone avec des financiers, avec toutes sortes de personnes qui venaient me dire « Mais Pascal, qu'est-ce que tu penses? Comment ça va évoluer? Qu'est-ce qui va se passer ?» Je me suis dit « Je fais quelques vidéos, je balance ça sur le net, puis comme ça, je peux m'occuper du homeschooling de mes enfants et de faire ce que j'ai à faire dans ma famille. » Et ça a pris une ampleur folle. Mais le point que je fais, c'est qu'on avait toutes ces informations, on les a, mais c'est comme si on n'en tenait que peu compte. Et puis, quand on parle des problèmes sur les cellules endothéliales de la cavité cardiaque ou de l'intestin grêle, c'est un état de fait. Maintenant, les derniers rapports rajoutent les problèmes rénaux, hépatiques, voire cérébraux. Pourquoi? Parce qu'il paraît clair que si vous avez une perte de goût et d'odorat, c'est que vous avez certains centres nerveux touchés. Sinon, vous n'auriez pas de perte totale de goût et d'odorat. Donc, si vous voulez, c'est la pointe de l'iceberg et on ne sait pas ce qu'il y a derrière. Il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est un problème de coagulation par dysfonctionnement par perte d'un atome de fer au sein de l'hémoglobine, qui est une très, très petite cellule, c'est la plus petite du corps, vous en avez 5 millions par millimètre cube, et que vraisemblablement, ce problème sur l'hémoglobine entraîne des coagulations au niveau des poumons en particulier, et ce qui engendrerait la fibrose. Et cette perte de niveau d'hémoglobine, évidemment, engendrerait la désaturation en oxygène des patients. Donc, on n'est pas sorti de l'auberge. Alors, comme disait Pierrot. Donc, la réponse que vous pensez sur le risque réel, on est dans une configuration d'une maladie dangereuse. Alors, heureusement, comme le disait Pierrot il y a un instant, une large majorité des personnes qui sont touchées ne développent que des symptômes légers ou sont même asymptomatiques. Alors, si on accepte de faire plaisir à nos gouvernements en liquidant 50% de ce qu'ils doivent payer pour l'AVS, ça peut être même considéré comme une bonne chose. Moi, je n'en fais pas partie. L'APS en France. L'AVS, effectivement, l'assurance vieillesse. Donc, on a un système d'assurance vieillesse en Suisse. Et évidemment que si vous éliminez, allez, on va dire 30 ou 40% des personnes qui reçoivent l'assurance vieillesse, les gens particulièrement machiavéliques et je dirais presque macabres peuvent s'en réjouir. Je n'en fais pas partie. Donc voilà, alors je pense qu'en effet, on est devant une pandémie qui frappe de façon plus spécifique certaines comorbidités, des gens qui ont du diabète, qui sont obèses, qui ont des allergies, qui ont déjà des pathologies cardiaques et autres. Mais c'est quelque chose, on va découvrir les pathologies au fur et à mesure. Et dernière chose, vous savez, le passé est la seule chose que nous avons pour pouvoir appréhender l'avenir. L'essentiel, c'est de l'utiliser correctement. Et si je regarde des pandémies du type 1918-1919, je me répète peut-être, on ne sait pas exactement pourquoi, mais c'est la deuxième vague et la troisième qui ont tué le plus d'individus. Et ce sont des pandémies, dans ce cas de figure, qui ont duré 1918-1919. Ça n'a pas duré 3 semaines de confinement et go baby go. Ah non, ça ne fonctionne pas comme ça. Donc, utilisons le passé pour essayer d'appréhender au mieux l'avenir. Sur la troisième vague, et après je vous reposerai la question sur votre avis sur les politiques de confinement, sur la troisième vague de la grippe espagnole, il y a quand même des éléments qui laissent à penser que
la prescription un peu abusive d'aspirine aurait été aussi particulièrement dangereuse. Complètement, complètement. Encore une fois, je ne peux pas m'exprimer là-dessus, Mm. mais le fait de faire baisser la fièvre, par exemple, réduit votre métabolisme basal et à partir de là, c'est clair que votre réponse immunitaire est moins bonne. C'est un état de fait. Alors, ce que je vous propose, oui, donc si vous pouvez terminer sur la partie, votre avis sur les politiques de confinement, bonne idée, pas bonne idée? Moi, j'ajouterais une chose, c'est que, effectivement, et c'est peut-être la seule grosse vraie critique que j'ai envers le système politique et d'information et médiatique qu'on a aujourd'hui. C'est que nous sommes dans un monde où nous avons, depuis 60-70 ans, déresponsabilisé le citoyen, l'individu, de tout. On nous a expliqué qu'il ne faut pas s'en faire, quoi qu'il arrive, on ne s'occupe pas de nous, on n'a pas besoin de faire de l'épargne, on n'a pas besoin de trouver un travail, on n'a pas besoin de... Nous savons que la réalité, c'est que la vie est beaucoup plus difficile, mais nous avons mis en place ce grand filet social, qui est plus dans la psychologie qui est problématique que dans l'aspect physique, parce que c'est très bien d'aider les gens qui ont des problèmes, mais à partir du moment où nous déresponsabilisons les gens, au bout d'un moment, le système s'est subtilement transformé dans un modèle qui ne veut plus informer les gens parce qu'il considère que les gens ne méritent, de toute façon, ils sont trop bêtes pour comprendre, de toute façon, on s'occupera d'eux. Et nous avons reproduit une forme de noblesse qui dirige, qui contrôle et qui possède, une forme de clergé qui sont les politiciens qui ne contrôlent rien du tout, et les médias et toute la caste finalement d'apparatchiks, que sont les juges, etc., qui ont leurs idéologies qu'ils imposent. Et puis, il y a la masse qui est vaguement à gérer, vaguement à punir parfois, parfois à mettre en résidence surveillée pendant un mois. Bref, au lieu de tout cela, donnez-nous les informations de manière transparente, sans embâge, quand on nous dit, au lieu de nous dire les masques ne servent à rien, dites-nous, écoutez, on n'en a pas. Au lieu de nous dire, nous ne savons pas, au lieu de dire ce virus n'est pas grave, il n'est pas contagieux, il ne prend pas l'avion, parce que c'est bien connu qu'il ne sait pas prendre l'avion, acheter un billet d'avion, dites-nous, voilà ce que l'on sait aujourd'hui, voilà ce que la Chine nous dit en douce, voilà ce qu'ils nous disent par le réseau diplomatique, voilà ce que notre renseignement, qui est censé d'abord défendre le pays en question, nous dit. Effectivement, le Carus est parfait dans cette histoire. Et puis ensuite, expliquer, oui, à la population, voilà, dans ce cas de figure, oui, il faut confiner, parfois mettre des villages ou des quartiers entiers en quarantaine, fermer peut-être les aéroports tôt, mais surtout, donnez-nous, citoyens, habitants, résidents d'un pays, les informations pour que aussi nous puissions prendre des décisions à titre personnel. Vous savez, on n'est pas débile, on est capable de s'auto-confiner tout seul. On est capable de cesser les relations et le contact social avec d'autres personnes si on comprend que c'est important et que si on comprend, alors peut-être pas tous, mais la plupart des gens, vous savez, ne sont pas des débiles. Hein. On est capable, et donc on n'a pas besoin de l'État pour nous traiter comme des enfants de l'école maternelle. Donc Pascal, vous, votre vision, c'était que, donc, par rapport à ce que vous aviez dit, le confinement présente un intérêt. Ben écoutez, on se bat avec les armes qu'on a à disposition. Quand on n'a pas de vaccin, dans une guerre, quand on n'a pas de fusil, quand on n'a pas de bombes, d'avions, de tanks, ben on se bat avec des fourches, des faux et ce qu'on a à disposition. Aujourd'hui, nous n'avons pas de vaccin. Nous n'avons pas de thérapie, j'allais dire, antivirale avec un protocole qu'on peut appliquer. Oui, on parle beaucoup de l'hydroxychloroquine, avec le zinc, on parle toute une série d'autres médicaments. Mais on est en train de les tester. Donc, pour moi, la sagesse, c'est quand même de revenir à ce qui a fait ses preuves. Et dans quelque épidémie que ce soit, la quarantaine a fait ses preuves, mais une quarantaine stricte. Donc, quand on n'a qu'une seule arme, eh bien, on se permet de l'utiliser. Maintenant, on a une autre arme. C'est de copier les modèles qui fonctionnent dans des pays qui nous semblent éloignés, mais qui sont en tout cas aussi performants que nous
dans leur médecine. Je parle de la Corée du Sud, de Taïwan, qui est toujours pas accepté à l'intérieur de l'OMS, du WHO, ce qui est une absolue hérésie pour des raisons qui sont purement politiques. On copie des modèles qui fonctionnent bien. Et ces gens-là n'ont pas arrêté totalement leur économie. Et ils ont réussi à contenir les épidémies. Je rappelle qu'en Suisse, avec l'Italie et l'Espagne, nous sommes le pays où nous avons le plus grand pourcentage de personnes atteintes, alors même que la politique de test est relativement faible. Mais je reviens sur une chose que disait Pierrot qui me paraît absolument centrale. C'est la déresponsabilisation des individus. Aujourd'hui, on demande aux États de nous fournir des masques. Vous avez des centaines de vidéos sur YouTube qui vous expliquent comment faire un masque qui vous protégera certes seulement à 95% de ce que fait un masque professionnel, mais c'est mieux qu'un coup de pied dans le derrière. Pourquoi ne pas prendre ses responsabilités? On n'est pas là pour être des assistés des gamins comme à l'école avec l'instituteur qui nous botte le derrière. Non, non, non. On est des êtres humains, on n'est pas des gens stupides. On est passé du dernier des charognards au top prédateur de la planète en moins de 60 000 ans. Ça illustre bien que, et on l'a fait grâce à notre cerveau, pas par notre agilité physique. Et ça dénote bien qu'on est capable d'utiliser notre cerveau pour utiliser une sensation primaire de tous les cerveaux évolués à la surface de la planète, la peur, qui nous permet de nous adapter à un environnement qui est en pleine mutation et de faire ce qu'il y a à faire. Donc, je pense que la déresponsabilisation des individus, c'est ce que j'appelle les générations de ventre mou, qui, certes, après avoir beaucoup souffert sur la Première et Deuxième Guerre mondiale, ont cherché la sécurité dans tous les appareils sociaux que nous avons mis en place et qui, aujourd'hui, nous coûtent terriblement cher par le manque de culture d'exposition au risque et d'assumer ses responsabilités. C'est une évidence. Aujourd'hui, il y a une vraie question qui se pose. Il y a deux grandes politiques qui s'affrontent. La politique de l'immunité de masse, qui consiste en gros à dire toute la population attrape le virus, et la politique plutôt du contrôle de l'épidémie. Aujourd'hui, Pierrot, quel est votre point de vue là-dessus? Est-ce que l'immunité de masse est imprudente? Est-ce que c'est la bonne solution? Qu'est-ce que vous en pensez? Eh bien, c'est vrai que tant que nous étions dans l'inconnu, et nous le sommes encore, quant aux effets de ce virus, nous sommes à peu près certains de la contagion qui est très élevée. Nous sommes également à peu près certains du nombre de cas qui nécessitent un soin important dans un hôpital, en proportion, en pourcentage. Et d'ailleurs, lorsqu'on regarde les statistiques, il n'y a que ça qui compte dans une gestion de population. Parce qu'à la fin, si l'individu est toujours un cas dramatique lorsqu'il est malade et qu'il ne va pas, comme disait quelqu'un de terrible dans l'histoire, lorsqu'il s'agit de millions de morts, eh bien, 1 million, c'est une statistique. Et nous sommes obligés de gérer par statistique, je crois, enfin, quand je dis nous, c'est en tant que collectif, en tant que société, ralentir cette courbe de progression par des confinements, par des choses, mais in fine, si nous allons avoir droit à des deuxièmes vagues, des troisièmes vagues, et peut-être qu'il y aura 50 années de vagues parce que ce truc mute. Et puis, la bonne nouvelle dans les mutations, c'est qu'en général, à terme, ça mute toujours vers des souches moins violentes, parce que c'est dans l'intérêt de la vie du virus. Ce n'est pas vraiment un être vivant, mais enfin, il y a quand même une option statistique qui se choisit. C'est-à-dire s'il est trop mortel, il se propage moins, et donc cette souche en question, cette mutation finit par disparaître. Et donc, alors que si c'est une souche moins violente, elle va rester, et puis on va vivre avec, etc. Donc, à terme, il est fort possible qu'on va tous l'avoir. On va tous l'avoir plusieurs fois, comme disait tout à fait Pascal, et on n'est pas sûr que même un virus, comme pour la grippe, enfin qu'un vaccin comme pour la grippe puisse avoir lieu. Moi, c'est vrai que la seule approche, on va dire, survivaliste que j'ai sur l'aspect médical est de dire augmentons notre capacité personnelle, individuelle, par un meilleur mode de vie, par une meilleure nutrition, par pourquoi pas des compléments. Aujourd'hui, on voit par exemple aux États-Unis, dans le nord de l'Europe, tous les gens d'origine africaine qui ont une surmortalité énorme par rapport aux autres. Alors, il n'y a pas que le surpoids dû à
pauvreté, à la mauvaise nutrition. Ça, c'est un élément très important, mais il y a aussi la carence de vitamine D. Alors après, on est censuré pour dire des choses comme ça, mais je vous fais remarquer qu'en médecine, le taux de mélanine dans la peau est un filtre aux rayons solaires, et un filtre utile aux pays chauds. Les Blancs, ils chopent tous du cancer de la peau lorsqu'ils vivent aux tropiques, et ils finissent par ça. Et les Africains, quand ils vivent dans l'hémisphère nord, ils ont des carences dramatiques de vitamine D, avec des taux de cancer du foie, de cancer en gros, un métabolisme qui fonctionne moins bien, et en l'occurrence, d'un système immunitaire qui est plus fragile, qui explique le taux de surmortalité. Et donc, nous avons probablement bien fait de ralentir la progression de cette maladie, ce qui nous laisse le temps de la comprendre, ce qui nous laisse le temps de l'étudier. Mais attention, si nous détruisons notre économie, ce n'est pas 1% de mortalité qu'on va avoir, ni même 0,5. Là, c'est beaucoup plus, parce que nous allons avoir du chômage de masse, des suicides, des tensions sociales, peut-être des guerres. Pensez à tous les pays en Afrique que je connais bien, j'ai travaillé longtemps en Afrique, tous les pays qui ont des problématiques qui n'ont pas de filet social, où il n'y a pas d'assurance, il n'y a pas d'aide aux entreprises, il n'y a pas d'aide aux personnes, il n'y a pas de retraite, il n'y a rien. Pensez au Moyen-Orient, qui est déjà en guerre pour certains pays depuis 40 ans. Tous ces pays, en plus, avec l'économie qui ne peuvent plus exporter les matières premières comme avant, ou dont les prix sont très bas, c'est le cas des hydrocarbures. Et comment ils vont faire pendant les 2-3 prochains mois? Ajoutez à cela la fin du tourisme, et vous avez la Turquie, la Tunisie, le Maroc, les hydrocarbures algériens, nigérians, la production agricole du Ghana, du Kenya, je rajouterai le Maroc. Comment ça va exploser tout ce continent et ces régions? Et là, on a des conséquences en effet domino qui m'amène en fait à la deuxième préparation que fait le survivaliste, c'est aussi d'être prêt à cet effet-là. C'est-à-dire, que se passe-t-il si on s'effondre, même de manière temporaire? Attention, je ne parle pas de Mad Max, je ne parle pas de la fin du monde du tout. Ne croyez pas ce que caricaturent parfois les journalistes. Je parle simplement de pallier à plusieurs mois, peut-être plusieurs années de difficultés d'approvisionnement de pièces détachées. On a vu pour les médicaments, c'était pas très malin de tous les faire fabriquer dans le même pays, voire dans la même ville. Donc le problème des flux, des circuits de just-in-time, de juste à temps, de systèmes qui ont de la peine à tourner dans une économie qui n'est plus parfaite, sans parler de la finance dont on a déjà parlé tout à l'heure. Mais là, nous avons effectivement une tempête parfaite possible qui est en train de se préparer, et on a intérêt à bien naviguer le navire planète Terre pour nous sortir avec le moindre mal. Et si pour ça, il fallait faire un peu de confinement, oui, pourquoi pas? Moi, certainement, j'ai joué mon rôle citoyen et j'ai encouragé les gens autour de moi, même parmi les survivalistes qui ont des milliers de masques à la maison, c'est mon cas. Je suis allé à l'hôpital en bas dans la vallée pour leur en donner au moment où ils en avaient le plus besoin. Ça me paraît normal, ça me paraît devoir citoyen et civique de le faire. On est nombreux à l'avoir fait et c'est très bien. J'en ai quand même gardé quelques centaines, on ne sait jamais. Mais pour la prochaine crise, mais nous devons faire attention parce que si ça se prolonge et si ça devient non géré, alors là, nous allons avoir le problème chez nous, nous allons avoir le problème dans d'autres pays. Et je ne dis pas qu'il faut revenir à l'économie un peu écervelée d'avant. Il faut, avec les voyages low cost à Ibiza pour faire la fête un week-end où on va cramer des centaines de tonnes de fuel d'avion pour faire nos vacances, pour s'amuser, d'avoir une économie ultra financiarisée. Nous ne revenons pas forcément à tout ce qu'on faisait avant, mais attention de ne pas faire une décroissance immédiate, parce que là, c'est qu'est-ce qu'on va manger cet hiver qui va se poser comme problème. Pascal, de votre côté, vous avez pas mal réfléchi à cette question justement de savoir ce qui était opportun, et de ce que j'ai compris de vos vidéos, vous étiez plutôt du style à dire prudence par rapport à attraper la maladie volontairement. Plusieurs choses. D'abord, par rapport au fait de réattraper la maladie, il y a en effet un risque qui est inconnu aujourd'hui par rapport à ces fameuses crises de cytokines qui engendrent des réactions inflammatoires, particulièrement au niveau des poumons. Maintenant,
par principe de précaution, il est évident qu'on peut se dire, essayons de l'attraper le plus tard possible. Comme le disait Pierrot, ça donne l'occasion à nos fabuleux médecins, biologistes moléculaires, créateurs de vaccins et autres de comprendre la maladie dans ses structures fines. Maintenant, j'aimerais parler d'une chose, c'est l'immunité sociale. L'immunité sociale aujourd'hui pour un virus qui a un R0, même compris entre 2 et 3, mais plutôt 3, 4 en fait, vous devez comprendre qu'il faut que 80% de la population soit touchée. Pas 60, pas 70, 80. C'est entre 80 et 85. Les derniers rapports qui nous viennent de Chine nous disent qu'après 2 à 3 mois, les personnes qui ont soi-disant été immunisées par le fait d'avoir contracté la maladie ne sont plus immunisées. Donc, si vous avez besoin de 80% de personnes immunisées pour créer la herd immunity, l'immunité sociale, il est évident que vous ne l'atteindrez jamais. D'accord? Donc, comptez véritablement sur l'immunité sociale. Peut-être que les chiffres que je vous annonce là et qui m'arrivent directement de Corée et de Chine, qui ont quand même 2 mois d'avance sur nous sur la pandémie, pour ne pas dire 3, sont faux. Ah oui, mais encore une fois, il faut faire ses lectures et regarder où on en est. Donc, s'ils sont faux, à la bonne heure, misons sur l'immunité sociale, misons sur le fait que 80% des gens puissent être immunisés. Mais encore une fois, je pense que c'est un risque majeur. Maintenant, n'oublions jamais une chose, c'est que l'être humain est le champion de l'adaptation. C'est-à-dire que quand les conditions environnementales changent, les données fondamentales par rapport à la façon dont se structure l'économie, donc les flux financiers, les flux de matières, de nourriture, de matières premières, d'objets, etc., se modifient certes, mais ne sont jamais à l'arrêt. Quelles que soient les économies et la façon dont elles aient été impactées par les épidémies de peste qu'on décrivait tout à l'heure ou autres, les échanges se modifient dans la façon dont ils s'opèrent, mais ils continuent. Et rappelez-vous toujours que c'est quand l'humanité touche un obstacle majeur qu'elle amène les modifications structurelles qui lui permettent de continuer son chemin. Et finalement, c'est ce que je dis tout le temps un peu dans mes vidéos, peut-être que je suis un peu répétitif, mais les niches de business, les niches entre guillemets écologiques au niveau politique, financier et autres, seront toujours là. Elles vont se déplacer, elles viendront être occupées par des gens qui s'adapteront à des niches différentes. Mais l'économie ne va pas s'arrêter. Même si elle est mise à mal, même si elle est mise à genoux, pendant une période de temps, les êtres humains rebondiront parce que quand ils ont faim, je vous jure que la motivation, c'est autre chose que de maintenir le long fleuve tranquille sur lequel nous naviguons tous depuis quelques décennies. Donc, je me fais pas… Oui, alors, Pierrot, s'il vous plaît. Non, tout à fait. Le seul bémol que j'apporterais, c'est la rapidité avec laquelle on peut s'adapter. Parce que, certes, d'un côté, on peut aussi admettre que tout dans la vie, tout changement de l'environnement, et nous en avons vu depuis effectivement 100 000 ans, entre les éruptions volcaniques qui assombrissent le ciel pendant des années, entre l'eau de la mer qui augmente de 100 mètres en quelques années aussi, il y a 12 000 ans, ce qui a appelé le mythe du déluge, etc. On a dû en baver en tant que société humaine. On est passé à travers la peste, la variole, on a maîtrisé, comme vous l'avez très bien dit, avec nos petits doigts et notre grosse tête, on a maîtrisé le monde. Peut-être avec excès par moment. Mais enfin, on peut dire la sélection naturelle, au fond, va sélectionner de toute façon les survivants, les meilleurs, les plus aptes, y compris ceux qui sont naturellement parfaitement adaptés à ce virus. Et ceux qui auront envie de le faire. Aussi. Alors voilà, j'y arrive. Quand bien même ce virus pourrait être un virus bidouillé pour de la recherche, si ce n'est plus. Mais enfin, il y a toujours une adaptation. Après, quel est le pourcentage? Ça, c'est une vraie question. Et c'est là où vous avez raison, mais je voulais amener à ce petit bémol, c'est que cette adaptabilité, elle va se faire absolument, quoi qu'il arrive. Et donc, il faut toujours être positif dans l'avenir. Les gens croient que je suis pessimiste parce que je prévois toujours des scénarios un peu difficiles, mais en fait, je suis très optimiste parce qu'à long terme, la vie, elle prend le dessus et nous allons nous en sortir. La question, c'est avec quelle rapidité on s'adapte. Parce que si la nécessité de s'adapter est très, très courte, et j'ai aucun doute qu'on va y arriver,
et j'ai aucun doute qu'on va y arriver, la variable d'ajustement, c'est le nombre de la population. Ouais. Et ça, lorsque l'on lit, vous pouvez lire le Decameron de l'époque de la peste, où on peut lire même des récits historiques qui expliquent la réaction des gens quand ils voient toute leur famille qui meurt, ou lorsque la moitié des gens qu'ils connaissent dans leur vie, tous les gens que vous connaissez, imaginez ça, la moitié des gens meurent, la moitié de la ville décède. L'impact économique, il est catastrophique, mais l'impact psychologique est énorme. Et je ne crois pas que nous avons, aujourd'hui, en tant que société, cette capacité, parce qu'on voit finalement aujourd'hui avec quelques milliers de morts à travers le monde, on a dépassé les 100 000. Il faudrait ajouter les morts que les Chinois ne nous ont pas déclarées. Mais peut-être on est à 200 000 morts. Peut-être le double, admettons. Ça reste très faible dans 8 milliards d'habitants. Tout à fait. Mais si nous allions vers 10-20% en quelques années, là, l'impact, il est psychologiquement extrêmement sévère. Donc, on espère qu'on va pas par là. Ouais. Mais c'est le seul bémol, c'est que je suis absolument d'accord, on va s'adapter, on va adapter notre économie, on va adapter notre philosophie de vie, on va adapter, peut-être qu'on va s'habituer à ce ciel bleu magnifique. En tout cas, le moins de pollution et moins d'avions dans le ciel, c'est un des éléments positifs de cette crise. Mais attention à ce que ça ne dérive pas vers quelque chose qui est trop violent. Le point que je veux faire, c'est que les grands changements environnementaux, et on le voit par exemple dans le cadre de l'extinction du Permien ou l'extinction de Chicxulub il y a 65 millions d'années, c'est chaque fois pour renaître avec une diversité accrue, une biodiversité plus grande, etc. Alors oui, ça provoque des morts, ça provoque des souffrances humaines, des souffrances économiques, des souffrances animales à tous les niveaux. C'est un état de fait. À un moment donné, il me semble que notre façon de fonctionner sur cette planète est une inefficience en soi. La façon dont on a conquis tous les environnements, etc. Et cette inefficience, combien de temps est-ce que la planète peut la supporter? Une inefficience, ça peut être une bulle spéculative et une bulle ne cherche qu'une épingle pour éclater. Et la problématique que nous avons, c'est que nous ne sommes pas préparés à assumer, ne serait-ce que psychologiquement, la perte d'un grand nombre d'individus sur cette planète. Mais je me demande si on ne devrait pas… il faut bien se rendre compte que tôt ou tard, ça arrivera. Donc, ce n'est pas une question de savoir si, c'est comme un barrage qui retient de l'eau. Un barrage voûte qui retient de l'eau, c'est pas savoir quand est-ce qu'il pètera, s'il va exploser ou s'effondrer, c'est quand. Et je pense que là, on est potentiellement dans une situation où, quand, j'allais dire, les populations telles que le Bangladesh, l'Inde, l'Afrique va entrer en lice comme joueur sérieux du COVID-19, et c'est très machiavélique la façon dont je le dis, ils vont nous écraser avec un score fleuve. Parce qu'ils n'ont pas les structures médicales et de santé que nous avons à disposition pour résister. Ils ne peuvent pas organiser un confinement où ils stockent de la nourriture pendant 2 mois. Non, ça ne fonctionnera pas comme ça. Ça va être absolument dramatique. Alors, tout ce qu'on peut espérer, c'est que, comme dans le cas d'Ebola, il y ait une version moins symptomatique qui vienne prendre le dessus, qui infecte la plupart des gens, voilà. Et c'est ce qui s'est passé pour Ebola. Il y a une version asymptomatique d'Ebola qui s'est transmise d'individu en individu et qui a immunisé contre la version symptomatique tous les gens qui potentiellement pouvaient y être exposés. Alors, si on arrive dans un cas de figure comme celui-là, au gré des mutations qui sont très fréquentes sur un virus qui est basé sur de l'ARN, ah bah super, merveilleux, extraordinaire. Maintenant, si malheureusement ça se passe dans 1 année et demie, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, eh ben, il va falloir repenser tous ces modèles et accepter les dégâts collatéraux pour pouvoir mieux renaître. Comme dans l'économie. Dans l'économie, vous avez des structures de société qui, à un moment donné, sont très fonctionnelles, qui produisent les biens et services dont on a besoin à un moment donné. Oui, mais quelques temps plus tard, elles doivent être démantelées, vendues à d'autres sociétés. Oui, les gens se retrouvent au chômage pendant quelques temps, mais s'ils avaient des compétences, ces compétences vont être utilisées par d'autres sociétés qui vont reprendre à leur actif. Et c'est comme ça que renaissent de nouvelles sociétés qui vendent des services plus en adéquation avec ce que veulent consommer des êtres humains à un moment donné. Donc, oui, la souffrance est là, oui, mais in fine, c'est pour refleurir de façon plus efficace, me semble-t-il.
Et voir la lumière au bout du tunnel, oui. Tout à fait. Et c'est un élément, j'ajoute juste une toute petite chose. En ce moment, j'ai dû l'interrompre forcément pour m'occuper de mes 4 enfants et leur école. Mais j'écris, mon prochain livre est sur la peur, sur la gestion psychologique, physique même de la peur. Et j'ai pu constater que l'un des éléments les plus, parce que Pascal, vous, j'espère moi aussi, sommes assez informés, nous avons aussi une culture générale qui nous permet d'appréhender. Quand Pascal parle d'ARN, on comprend ce que ça veut dire. Oui. Mais je vois ma maman, elle est complètement terrifiée depuis 1 mois et demi, surtout depuis 1 mois avec ce virus. Bien sûr, elle ne sort plus de chez elle. Alors, j'ai organisé pour qu'elle ait du ravitaillement. Mais elle est absolument. Parfois, elle m'appelle, elle me dit, mais est-ce que je peux attraper le virus en sortant dans le jardin? Je dis, mais non, ils ne volent pas tout ça. Donc, simplement, il y a une peur terrifiante de ce truc invisible oui. Contre lequel on n'a pas le. Et on a vu d'ailleurs aussi une approche médiatique qui, pendant longtemps, nous disait, mais non, c'est rien, c'est moins que la grippe, il n'y a pas de problème. À aujourd'hui, où tous les jours, on ouvre les informations, c'est pour ça qu'il ne faut pas les regarder, où on commence par aujourd'hui, 250 morts de plus qu'hier. Bon, ok, mais et on doit gérer ça. Et c'est très, très dur dans ce monde de hyper médiatisé, parce qu'en 1917-1918, d'ailleurs, c'était une anomalie dans l'aspect culturel, c'est que la grippe espagnole n'a pas impacté la culture mondiale parce que elle a été amalgamée à la Première Guerre mondiale et aussi parce qu'il n'y avait pas les informations, il y avait un blackout sur les informations, c'est pour ça qu'on l'appelle la grippe espagnole, parce que l'Espagne en parlait, c'était un pays... C'était le seul pays qui en parlait, c'est exactement ça. Mais bien sûr. Ils ont fait une mauvaise pub à cause de ça, comme quoi aucune bonne action ne reste impunie, mais les gens n'ont pas retenu ils n'avaient pas l'information. Et donc c'est passé avec beaucoup de morts, énormément de morts, mais c'est passé. Alors qu'aujourd'hui, on a peut-être cette surinformation dans tous les sens, avec des pseudo-experts qui racontent parfois des choses contradictoires ou parfois n'importe quoi à la télévision. Alors moi, je vois que les extraits, évidemment, qu'on m'envoie les plus ridicules, mais je peux comprendre que c'est angoissant pour une grande partie de la population et qui ne peut pas avoir le calme que nous 3 ici ce soir pouvons avoir face à cette analyse et qui pouvons intellectuellement imaginer, oui, une perte de 10, 20, 50% de la population mondiale, parce qu'intellectuellement, nous comprenons. Mais dans les tripes de la plupart des gens, c'est inconcevable. Oui, c'est inconcevable. C'est très intéressant ce que vous dites, Pierrot. Et je me permettrai, j'ai fait un chapitre sur la peur dans mon livre sur la neurophysiologie de l'éthique, où j'ai pris des exemples. Et l'idée, c'est vraiment d'expliquer la façon d'un point de vue neurophysiologique, c'est structurer une des émotions les plus anciennes et les plus utiles à la vie, une émotion qui a sauvé la vie de toutes les espèces dotées d'un cerveau évolué plusieurs fois par jour depuis des centaines de millions d'années. Et aujourd'hui, on vit très mal la peur, alors qu'elle est absolument fondamentale et nécessaire à l'espérance de vie de tout animal doté d'un cerveau évolué. Important. Alors, j'ai pas besoin de l'écrire, vous avez déjà tout expliqué, c'est génial. Mais non. En tout cas, vous pourrez peut-être prendre des sources. Alors, oui. Aujourd'hui, on est donc, pour une grande partie d'entre nous, en situation de confinement. Il se trouve qu'il existe, et cette période de confinement est une période où on est quand même en capacité à faire un certain nombre de choses, notamment au plan intellectuel. Qu'est-ce que vous conseilleriez l'un et l'autre, Pascal, d'abord, si vous le souhaitez, qu'est-ce que vous conseilleriez à nos auditeurs de faire en priorité? Enfin, quelles seraient peut-être les 2-3 priorités absolues en période de confinement? Écoutez, je crois que la première chose, c'est d'essayer d'apprendre d'utiliser le temps qu'on a pour apprendre à se connaître soi-même. Parce que quand on est pris dans la vie de tous les jours, dans le rythme de nos cycles économiques, de tout ce que l'on doit faire dans une journée, on a très peu de temps pour comprendre quels sont les mécanismes fondamentaux qui nous ont amenés
à être le top prédateur de la planète aujourd'hui et comment est-ce que nous fonctionnons. Je veux en particulier parler, bien entendu, des structures cérébrales qui sont à l'origine de chacune de nos pensées et de chacun de nos mouvements, mais je veux penser à des choses aussi simples que l'alimentation. Et d'où est-ce qu'on vient d'un point de vue alimentaire? Pourquoi est-ce que toutes les religions, sans exception, préconisent le jeûne? Pourquoi est-ce qu'un animal sauvage dans la savane qui est blessé parce qu'il se fait poursuivre, une antilope qui est blessée, qui se fait poursuivre par un lion, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va faire un jeûne, elle va trouver un endroit où on ne la dérangera pas et après 24 heures de jeûne, ses hormones de croissance sont à 1500, entre 1500 et 2000%. Son système immunitaire, il est boosté d'un facteur 3 ou 4. Elle est capable de booster donc sa synthèse des protéines, etc. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus d'effort digestif, donc il n'y a plus d'effort assimilatif. Vous allez par autophagie aller détruire toutes les structures qui sont dysfonctionnelles dans votre organisme pour remettre à disposition sous forme d'acides aminés afin de fabriquer des structures nobles nouvelles. Je pense qu'il est ultra important de comprendre que nous ne sommes pas faits pour manger 3 fois par jour. Nous sommes faits pour manger à tout casser 1 fois par jour. C'est faites et disette. Et si vous faites quelque chose comme nous ne sommes pas faits pour nous lever le matin, ouvrir le frigo et se gaver dans les 5 minutes. Il n'y a pas une espèce sur Terre qui fonctionne comme ça. Or, pendant toute notre évolution, depuis 65 millions d'années où nous étions une petite musaraigne grande comme ça, à l'extraordinaire diversité des mammifères, nos systèmes digestifs n'ont jamais été habitués à ce que les firmes de l'agroalimentaire veulent nous faire croire. C'est une erreur majeure. Le diabète, l'obésité, l'hypertension, la plupart des maladies inflammatoires que sont les allergies, l'asthme, les maladies de Crohn et autres sont dues au fait qu'on enflamme notre organisme en le faisant assimiler 3 fois par jour, un peu comme si vous pensiez que votre muscle, qui a besoin de récupérer de temps en temps, va surcompenser les efforts que vous lui faites faire quand il est à la salle de gym. Non. Quand vous allez à la salle de gym, vous dégradez votre structure musculaire. Quand vous revenez à la maison, c'est dans la phase de repos que vous allez surcompenser. Un système digestif fonctionne exactement de la même façon. Si vous le faites travailler 3 fois par jour en continu avec du snack, etc., avec des petits snacks entre deux, parce qu'évidemment, on aime tous le petit goût sucré, le ceci, le cela, vous allez détruire votre organisme. Nous ne sommes pas programmés pour cela. Donc, ce que je suggérerais pendant cette période, c'est de comprendre quelque chose d'aussi basique, mais le comprendre, ça ne sert à rien. Il faut le tester. Et si vous allez le tester, vous allez renaître, revivre toutes vos fonctions endocrines. Donc, les hormones qui gèrent votre métabolisme vont s'élever d'un facteur 2, 8, 10 pour certaines hormones. Et vous dormirez mieux. Vous aurez une cognition améliorée, vous aurez plus de plaisir au lit, vous aurez plus de plaisir dans toutes vos actions de la vie. L'ensemble de votre organisme fonctionnera tellement mieux, sans même compter, sans même parler de votre capacité de résister à l'agression sanitaire que l'ensemble de l'humanité subit aujourd'hui. C'est évident. Je pense que Pierrot est d'accord avec ce point de vue. Absolument, je fais moi-même mes 3 semaines de jeûne tous les début de mois de novembre. Je vais le faire au soleil, donc je ne sais pas si je pourrais le faire cette année, mais je le ferai chez moi. Il faut juste qu'il n'y ait pas les enfants parce qu'il faut les nourrir. C'est fou ce qu'ils dévorent comme quantité. Mais c'est tout à fait juste. Et j'ajouterais peut-être aussi le sommeil. Oui. Le sommeil est le pendant oui. de l'activité, c'est logique. On a besoin d'un bon sommeil, on a besoin de dormir suffisamment longtemps, suffisamment calme et sans toutes ces saletés électroniques qui nous tournent autour, qui sont bien pratiques, mais qui sont omniprésentes. Moi, je dirais j'ai 3 principes de vie. J'ai 3 principes de vie importants que je prends avec moi tout le temps. Et c'est vraiment un hasard. J'ai un t-shirt ce soir. Je ne sais pas si vous lisez le japonais, mais c'est en hiragana. Et c'est écrit Memento Mori en japonais. Et c'est absolument un pur hasard. Hein. Je ne pensais pas qu'il allait y avoir cette question. Et en fait, Memento Mori, c'est souviens-toi que tu vas mourir. Bien sûr. D'abord, ça nous garde humbles.
ça nous fait avoir de l'humour, surtout de l'humour sur soi-même, ce qui évite qu'on se prenne trop au sérieux. Ensuite, donc le souvenir qu'on va mourir. Ensuite, c'est le pendant de souvenir qu'on va mourir, c'est carpe diem, c'est profite de la vie. Nous sommes entourés de gens magnifiques, fantastiques. Pour ceux qui ont de la chance, leurs époux, leurs épouses, en tout cas, j'espère les enfants. Nous sommes entourés de gens extraordinaires, si on a la chance de pouvoir, et nous devrions choisir les gens qu'on fréquente sur cette découverte, et puis nous vivons dans un monde incroyable. Moi, j'aime avec passion les cultures du monde entier. J'ai voyagé un peu partout dans le monde, et j'ai ce plaisir incroyable à découvrir. Alors ça, c'est le problème que j'ai et que je dois compenser avec le jeune, la cuisine du monde entier, les cultures, les philosophies. Alors, il y en a que je n'apprécie pas, mais au moins, j'ai eu le plaisir de les découvrir parce qu'il y a eu de l'échange et à la fin, on se dit non, ça je prends pas, mais c'est un truc incroyable. Donc, profiter de la vie, c'est aussi ça, parce qu'on n'est pas immortel, donc il faut se soigner, il faut prendre soin de soi, comme le disait très très bien Pascal, profiter aussi de cette vie, et on ne peut pas le faire si on n'est pas en bonne santé, donc ça, c'est tout à fait en synchrone avec ce que dit Pascal. Et ensuite, alors ça c'est peut-être mon dada à moi, mais je pense que c'est nécessaire parce que en tout cas c'est quelque chose de très ancré dans la culture, même dans la génétique des hommes du Nord, des hommes européens, enfin des êtres humains européens, mais pas que, c'est qu'on prépare l'avenir, parfois avec le risque de l'angoisse. C'est parce que nous avons évolué. Nous sommes issus d'une… Alors, je sais qu'il y a plusieurs thèses, mais en tout cas, la thèse de l'hiver, du long hiver, c'est que nous venons de culture, nous avons en tout cas pendant les 30 000 dernières années, les Européens ont eu les hivers froids qui vous tuent si vous n'êtes pas travailleur, si vous n'êtes pas prévoyant, si vous n'avez pas construit un abri avec du carburant pour faire brûler et de la nourriture. Vous êtes mort et vos gènes disparaissent. Donc, les gens qui ne sont pas prévoyants, travailleurs et peut-être un peu angoissés, ont disparu Et donc, pour moi, c'est un dada de réfléchir à l'avenir, réfléchir à la pandémie. On en parlait en 2016 dans mon dernier livre. On parlait des pandémies, on ne parlait pas que des pandémies, on parlait aussi des risques d'accidents industriels. On en voit qu'il y en a de plus en plus dans les villes. On parlait des risques nucléaires, radiologiques aussi. Bon. Espérons qu'on n'aura pas droit à ça, parce qu'on sait que les emmerdes volent en escadrille, donc on espère qu'on ne va pas avoir non plus un réacteur nucléaire en sous-capacité en ce moment en France qui nous fait une surprise. Et donc prévoir l'avenir, ça veut dire que c'est pas très compliqué. C'est de quoi on a besoin. On a besoin de l'eau pure, on a besoin évidemment d'un endroit où on est relativement protégé des intempéries, du mauvais temps, où on peut dormir, on peut avoir une famille correcte dans un endroit raisonnable. Ça veut dire de l'eau, de la nourriture, une hygiène et une santé qu'on peut même s'auto-médicamenter au maximum sans être dépendant de tout un système qu'on a vu et peut être fragile. Ça veut dire les compétences et les connaissances j'ai oublié l'énergie, les compétences et les connaissances, la défense de soi, des gens qu'on aime, de son pays, de sa nation peut-être, pourquoi pas, et même du monde, face aux problèmes qui viennent, qui peuvent aller de l'incendie de votre maison au cambriolage, à la guerre, à des problèmes beaucoup plus stratégiques et beaucoup plus grands, dont nous parle récemment une jeune handicapée suédoise, peut-être avec excès, mais enfin. Et puis, ensuite, il y a le lien social. Ça, c'est très important. Préparer l'avenir, c'est aussi renforcer les liens d'amitié, de confiance, d'échanges mutuellement bénéfiques avec sa famille, ses voisins, les gens autour de soi, parce que nous sommes un animal de groupe, nous ne sommes pas un individu pur. Tout à fait. Nous avons une partie d'individualité très importante qu'il faut développer, bien entendu, et qui nous permet de nous épanouir. Mais nous ne pouvons pas survivre d'abord, et nous ne pouvons encore moins nous épanouir si on n'a pas des gens autour de nous, même le peintre qui veut faire son tableau isolé, s'il ne peut pas le montrer à quelqu'un et dire qu'est-ce que tu en penses, c'est souvent gâché. Donc je pense qu'on a besoin de ce rapport.
Mais bien sûr, on a besoin de partager, on est profondément une espèce collaborative. Et les gènes qui nous ont amenés à pouvoir parler, à échanger, sont au centre du succès de l'espèce. C'est une évidence. Et c'est comme ça qu'on est passé, comme je dis souvent, du dernier des charognards il y a 60 000 ans au top prédateur de la planète aujourd'hui. C'est notre capacité à collaborer, à communiquer. Et tous les grands à-coups évolutifs se sont faits là autour. Et pour bien communiquer, justement, Pascal, aujourd'hui, vous avez cité notamment comme source d'information intéressante le South China Morning Post. Est-ce que vous-même d'abord, puis ensuite, pourriez nous dire, voilà, aujourd'hui pour se renseigner sur ce qui se passe vraiment, pour avoir quelques informations un peu solides sur la situation, en dehors d'écouter vos vidéos à l'un et à l'autre, qu'est-ce que vous considérez comme source? D'abord, d'éviter toutes les sources qui ont un biais financier, un biais idéologique, un biais politique. Parce que vous n'aurez jamais autre chose que des gens qu'on nomme journalistes aujourd'hui, mais que je qualifierais plutôt de publicitaires, qui ne font que confirmer leur thèse et leur postulat de départ. Donc, ils sont engagés dans le cadre d'une ligne rédactionnelle bien précise. S'ils en sortent, ils perdent leurs annonceurs, donc leur salaire, et ils se font virer par leurs actionnaires. Donc, ça veut dire qu'à partir du moment où une chaîne de nouvelles, de news ou quoi que ce soit est inféodée à un groupe dont la structure capitalistique est connue, eh bien, ça ne peut pas fonctionner. Vous n'aurez jamais les informations qui véritablement peuvent être, ne serait-ce que crédibles. Ça ne fonctionne pas. Donc, ça veut dire que, mais la chance que nous avons dans le monde aujourd'hui, c'est que toutes les grandes universités, tous les chercheurs qui travaillent, qui sont aujourd'hui 7 jours sur 7 sur leur job, ils publient tous. Et ils ne publient pas dans les revues scientifiques comme Science, Nature, ou Scientific American, ou New England Journal of Medicine, etc. Non, 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 non. Ils publient tous les jours en direct sur leur site web, sur du YouTube, BitChute, VidMe, tout ce que vous voulez. Donc, vous avez, si vous savez où aller regarder, que vous prenez un peu vos habitudes, vous avez des gens qui sont tout simplement extraordinaires. Et moi, les gars de Harvard, les gars de Columbia, de Yale, de Princeton, les gens qui sont directement sur site en Chine, en Corée. En Corée, ils font tout en anglais. C'est fabuleux. Ça veut dire que vous recevez en direct les trucs et vous êtes en contact avec eux comme messieurs, nous sommes en contact en ce moment. C'est dément. Donc, aller chercher de l'information frelatée avec 10 jours de retard chez des gens qui ont des intérêts politiques et qui ne font que vous transmettre, comme je dis, la confirmation de leur postulat de départ, c'est-à-dire que s'ils pensent que le COVID-19 s'apparente à une grippe, ils vont chercher des informations qui leur permettent de corroborer le fait que c'est une grippe. Ah oui, non, ben, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc, vous devez faire l'effort. Le point que je veux faire, c'est qu'une personne qui veut s'informer aujourd'hui doit impérativement faire l'effort et ne pourra pas échapper au fait d'aller s'exposer par elle-même avec son propre esprit critique et sa faculté de discernement aux informations à leur source. La retranscription médiatique des informations aujourd'hui est absolument misérable. Qu'est-ce qu'il y a comme source d'information fiable qu'on peut Oui, alors regarder pour savoir ce qui se passe vraiment? j'ai trouvé que Pascal est fort charitable avec les journalistes euh, qui est un métier très noble à l'origine, mais et c'est pas nouveau, est devenu extrêmement servile pour beaucoup d'entre eux, du moins pour ceux qui ne sont pas au chômage. Alors, c'est vrai que cette question de quelles sont les sources d'information, on me la pose souvent, et il faut dire que aujourd'hui, nous trouvons effectivement tout dans cette immensité qu'est Internet. Nous trouvons les sources d'informations extraordinaires. On peut qu'on se donne la peine de les chercher, de les comprendre. Parfois, c'est pas facile, surtout quand on touche à un sujet qui est quand même relativement, qui a son élément d'arcanité, si on permet ce barbarisme, puisque c'est quand même très médical et effectivement,
On découvre qu'est-ce qu'un interféron, qu'est-ce Mhm. que c'est qu'un pourquoi le savon dissout la graisse qui forme la membrane du virus, etc. Ensuite, le, donc aller vérifier ses sources, mais ensuite il faut écouter, peut-être comprendre quel est l'intérêt, quelle est l'idéologie, se méfier des idéologies, Mhm. et surtout comment dire en français, le track record, quel est l'historique de justesse ou d'excès ou de bonne intuition de telle et telle source, et de apprendre à saisir celle qui est intéressante. Et c'est vrai que dans ce miracle incroyable de la technologie qui est Internet, nous avons dans ce choix immense à la fois des trucs les plus farfelus aux plus débiles, Mhm. mais qui parfois disent des choses intéressantes et étonnantes. Et à l'inverse, vous pouvez avoir des gens extrêmement compétents, comme notre compagnie ce soir, mais qui peut-être peuvent aussi dire des bêtises parfois, et ça Bien m'arrive. sûr, bien sûr. Et donc, c'est faire cette part des choses. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que celui qui fait cette démarche de recherche d'information, d'abord, il doit apprendre à ne pas être passif, ce qui est souvent le cas lorsqu'on fait cette démarche. Donc, mais donc, ça veut dire qu'il doit se responsabiliser. On en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, on doit se responsabiliser aussi dans la recherche d'information. Et heureusement qu'on a accès à cette mine incroyable, à cette infinité qu'est Internet, parce que sinon, on ne saurait pas par où démarrer. Et Mhm. finalement, nous avons l'un dans l'autre beaucoup plus de chance que quand j'étais jeune. Moi, quand j'avais 15 ans, quand je devais faire une recherche, j'allais prendre l'encyclopédie Universalis. Oui, Et j'ai commencé à regarder. Je devais me lire oui. 4 pages qui me prenaient presque la moitié de la journée pour pouvoir prendre une phrase. Aujourd'hui, je veux une citation de Voltaire. D'ailleurs, Voltaire, c'est un YouTuber incroyable aujourd'hui, avec ses correspondances avec les rois et les autres philosophes de son époque. Aujourd'hui, imaginez Voltaire sur YouTube, Fabuleux. l'incroyable correspondance que ça donnerait. Donc, on est quand même dans une époque formidable. Moi, je n'aime jamais Mhm. qu'on dise que c'est pas parce que je prévois des scénarios un peu catastrophes que je déteste le monde dans lequel on vit. Je suis critique, mais j'aime notre époque, Oui. j'aime la période dans laquelle on vit. Et donc, à nous de redevenir responsables, de redevenir maître de notre destinée, de redevenir maître de ce qui façonne notre esprit, parfois en se trompant. On va chercher des informations, on essaie de comprendre qui nous dit quoi et pour quelles raisons, et quelles sont, effectivement, vous l'avez mentionné, les sources, enfin, Mhm. l'intérêt qui est derrière. On a vu, par exemple, dans cette histoire de chloroquine en France, comment des gens qui sont censés être des médecins, des docteurs, des professeurs, qui ont des liens d'intérêt avec d'autres fabricants de produits concurrents et beaucoup plus chers d'ailleurs, comment ils ont essayé de casser ce professeur de Raoult. Marseille. Oui. C'est absolument scandaleux, c'est absolument d'un manque d'éthique C'est folle, mais pour monstrueux. c'est humain, c'est la réalité, et donc il faut se renseigner, s'informer pour ça. Merci infiniment. À Bonne tout soirée. bientôt et à très bientôt. Bye bye, messieurs. Au Merci. revoir.